Loin des plages de la côte Caraïbe, l'intérieur des terres de la Colombie surgit dans toute sa splendeur et son immensité. La cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes au monde, traverse de part en part tout le pays. Ici, les sommets dépassent largement celui du Mont Blanc et les vallées vertigineuses sont plus profondes que le Grand Canyon. Dans ce paysage tourmenté, les hommes ont dû plus qu'ailleurs s'adapter. Car ici, se déplacer a toujours été le premier défi à relever, cette difficulté même qui a préservé ces montagnes du Santander. J'admire les gens qui y vivent, et cela depuis nos ancêtres, les Guanes, qui ont colonisé cet endroit et s'y sont installés. Les habitants de la région continuent à emprunter ces chemins, souvent des sentiers très profonds, des routes très escarpées. Pour traverser les rivières, ils utilisent encore parfois les tarabitas. La tarabita est un moyen utilisé par les habitants de la montagne pour passer d'une rive à l'autre, mais aussi sur des monts très pentus, difficiles à franchir à pied. Ici, la nature est si puissante que des massifs entiers sont restés longtemps impénétrés. Les tout premiers sentiers ont été tracés par les indigènes. Les colons espagnols chercheront à plusieurs reprises à désenclaver la région. Mais c'est un aventurier allemand, entreprenant et opiniâtre, qui ouvrira véritablement la voie des chemins du Santander. En bordure de la rivière Suarez, des vestiges exceptionnels confirment la présence des tout premiers habitants intrépides de la région. Des peintures murales exécutées par des Amérindiens, les Guanes. Ici, on voit des représentations de lézards, d'iguanes, de figures humaines tenant du petit gibier, et encore d'autres représentations de lézards, d'iguanes, les habitants de cette grotte en quelque sorte. Les couleurs utilisées sont l'ocre et le blanc, obtenus à l'aide de pigments naturels. Les Guanes dessinaient tout ce qu'ils pouvaient rencontrer dans cette grotte. Grâce à leurs croyances magiques, ils pensaient qu'en les reproduisant sur ces parois, il y aurait toujours à manger à cet endroit. Les Guanes, en symbiose avec la nature, trouvent réconfort dans ces pratiques magiques. Ici, la montagne est austère, mais les rivières et les fleuves, nombreux et puissants, sont de précieux alliés et permettent aux Guanes de se fixer dans cette vallée au XIe siècle. La rivière est la source de la vie, non seulement parce qu'elle donne de quoi boire et qu'elle irrigue les cultures, mais aussi parce qu'elle regorge d'animaux. Les poissons, les mollusques, les escargots et les crabes sont une source de nourriture. Et par conséquent, chaque groupe autochtone tente de contrôler un segment de la rivière. Il traverse celle-ci avec une cabouya et se déclare propriétaire de la portion de rivière qu'elle traverse. Mais ce fragile équilibre est mis en péril lors de la conquête de la région par les Espagnols à partir de 1529. Plusieurs expéditions sont menées depuis la vallée dans l'espoir de maîtriser ce territoire de haut plateau. Le village de Guané porte justement le nom de ce peuple. Avec ses petites rues ensommeillées et sa beauté dépouillée, Guané a été une des dernières réserves amérindiennes de Colombie, qu'on appelle ici une réduction. Alors que les Amérindiens vivent dispersés dans les montagnes, les Espagnols décident de les regrouper pour mieux les contrôler. En 1546, lors de la congrégation religieuse organisée à Mexico, on décida de la manière d'évangéliser les indigènes, notamment avec une décision prise par la monarchie catholique de Castille et Léon et par le pape Alexandre VI.
Les Amérindiens furent rassemblés dans les villages appelés des réductions, autour d'une place et d'une chapelle, pour pouvoir les avoir sous la main le dimanche et ainsi les évangéliser. Dans toute l'Amérique hispanique, les Amérindiens qui ont été rassemblés dans ces villages se sont vus offrir une terre commune pour les garder regroupés. C'était la République des Indigènes, qui coexistait avec la République des Espagnols. Guané fut le dernier village de ce type jusqu'en 1853, dans la région du Santander. Au lendemain de son indépendance, la jeune nation colombienne cherche à développer la région. Elle fait appel à des aventuriers étrangers fortunés pour ouvrir cette terre d'altitude et faciliter le commerce. Il faut créer de nouveaux chemins et paver les anciens. La région produit du tabac, de la quinine, mais aussi du café. C'est un Allemand qui, au milieu du 19e siècle, va trouver la solution. Il s'appelle Geo von Lengerke et débarque en Colombie en 1852. On raconte qu'il aurait fui la justice de son pays natal après avoir tué un homme lors d'un duel. On raconte que Lengerke était le fils d'un marchand de lingerie, issu d'une famille assez riche. Il avait étudié l'ingénierie et était entré dans l'armée. Il est important de prendre en compte le fait que les duels étaient complètement autorisés à l'époque entre étudiants ou entre militaires, lorsqu'il était question d'honneur. Lengerke est probablement venu ici comme beaucoup d'Allemands depuis l'époque de Charles Quint, avec ce désir de venir explorer et exploiter les Amériques. Ce chemin existait bien avant la conquête espagnole. C'était l'un des milliers de chemins tracés par les autochtones, sous forme de simples pistes, de sentiers. Ce n'est qu'à l'époque de Lengerke, et ensuite avec l'arrivée d'autres colons, qu'il y eut beaucoup plus d'échanges, non seulement avec l'intérieur, mais aussi avec l'extérieur. Et il a donc fallu des routes plus praticables. Lengerke fut le promoteur principal des chemins pour les chevaux. C'était la clé pour pouvoir réellement gérer le passage des mulets et des chevaux sur ces routes. Ingénieur, mais aussi commerçant, Lengerke cherche à acheminer au plus vite ses marchandises à dos de mule vers les ports de la côte avant leur départ pour l'Europe. Pour relier les villages au fleuve, il prolonge les sentiers sur des dizaines de kilomètres. Il y fait même transiter des objets qu'on voit rarement sur ces chemins. Lengerke était pianiste et violoniste. Il semblerait qu'il ait fait venir de Brême son piano à queue. Évidemment, apporter un piano à queue n'était pas une chose facile, car il a dû arriver au port de Santa Marta, descendre à la Dorada, monter à Bogota, et tout ça à cheval, pour atteindre enfin Bucaramanga. Oh oui, c'était un sacré personnage. Son négoce à dos de mule ouvre la région. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des caravanes d'animaux, mais des randonneurs qui cheminent sur les pavés de Lengerke. La domination par l'homme de la nature abrupte du Santander se poursuit avec d'autres innovations, comme au canyon du Chicamocha, plus encaissé que le Grand Canyon d'Arizona avec ses 2 km de profondeur. Ce canyon est remarquable, mais surtout étonnant en raison de sa formation géologique. Il est très spécial au sein de la forêt sèche andine, car il abrite une flore unique au monde. On y trouve des espèces endémiques de plantes, d'insectes, d'oiseaux, mais aussi de mammifères. Ce site est devenu un parc national. Il est très vaste, vraiment immense. Son paysage est imposant et on y trouve des montagnes qui font entre 400 et 3600 mètres d'altitude.
3.600 metros. Perché en bordure de canyon se trouve un fascinant village colonial au quadrillage parfait de rues pavées. C'est Barichara, édifié il y a 300 ans. Rien n'a changé ou presque depuis sa construction. Considéré comme le plus beau village du pays, cette halte doit bien son essor au sentier de Lengerke. Ici, chaque famille possédait son métier à tisser. Et c'est encore le cas dans certaines maisons où l'on travaille la fibre de cactus, appelée le fiquet, mais aussi le coton. Le fiquet et le coton sont les fibres naturelles avec lesquelles on travaillait autrefois. C'étaient les fibres que les Guanès tissaient et qu'on travaillait à l'époque coloniale. Puis, à l'époque de Lengerke, ce sont elles qui vont servir de sac pour transporter les produits sur les sentiers. Il existe toujours cette tradition de nettoyer, de peler, de filer et ensuite de tisser, comme avec ce métier à tisser. Au fil des siècles et des chemins, ce sont aujourd'hui les mots qui continuent de tisser les liens entre les hommes sur les sentiers du Santander. Demandez au génie de nous parler de Barichara, qu'il nous parle de l'attrait de Barichara, qui consiste à parler l'espagnol et le guané, mélangé avec un peu de l'allemand de Geo von Lengerke, ou encore du métissage, voir dans ses habitants la diversité des origines qui habitent aujourd'hui leur maison, qui commercent en castillan et qui sont convaincus de leur façon de vivre.